Scandale, révélation et justice sans pitié. Le procès de P. Diddy choque le monde entier. Si vous pensiez tout savoir sur les coulisses du show business, détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir dépasse la fiction. Drogue, sextoy, chambres secrètes, manipulation et témoignages bouleversants d'anciennes victimes. L'empire de l'un des plus grands noms du hip-hop américain s'effondre devant nos yeux. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître tous les détails glaçants du procès qui fait trembler l'industrie musicale. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Gossip France 24, laissez un commentaire pour partager votre opinion et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes exclusives. Vous ne croirez pas ce que la justice a révélé? Regardez maintenant et jugez par vous-même. Le début du procès, une légende déchue face à une justice implacable. Le procès fédéral de Sean Combs, plus connu sous son nom de scène P. Diddy, s'est ouvert dans un climat d'une intensité rare, mêlant stupéfaction, indignation et fascination morbide. Le magnate du hip-hop, autrefois adulé pour ses talents de producteur, sa fortune colossale et son influence incontestable sur la culture afro-américaine contemporaine, se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés, et pas pour des infractions mineures. Il est poursuivi pour des faits d'une gravité exceptionnelle. Agressions sexuelles répétées, usage et trafic de stupéfiants, séquestration, coercition et complicité dans un système organisé d'exploitation de personnes vulnérables. L'image de l'artiste charismatique, bâtisseur d'un empire musical, est aujourd'hui brisée. Devant le tribunal fédéral, c'est un homme effacé, méconnaissable, qui s'est présenté à l'ouverture du procès. Vêtu d'un costume sobre, les traits tirés, Sean Combs a écouté dans un silence glacial les premières accusations dressées contre lui. Le ministère public ne mâche pas ses mots. Il s'agit d'un système structuré, prémédité, avec des ramifications multiples, où le pouvoir, l'argent, la drogue et la peur ont été utilisés pour asservir psychologiquement et physiquement des dizaines de jeunes femmes et hommes, souvent issus de milieux précaires ou à la recherche de célébrités. Dès les premiers jours d'audience, les preuves présentées par l'accusation laissent l'opinion publique sans voix. Lors des perquisitions menées dans les propriétés de Combs à Los Angeles, Miami et New York, les forces fédérales ont mis au jour des éléments matériels qui dépassent l'imaginaire. Salles secrètes équipées de miroirs sans teint, mobilier adapté à des pratiques de domination extrême, murs insonorisés, caméras de surveillance dissimulées, systèmes de verrouillage électronique et même des tunnels souterrains reliant certaines pièces entre elles. Mais c'est le contenu des coffres-forts retrouvés dans ces propriétés qui alimente les débats les plus houleux. Les enquêteurs y ont découvert des centaines d'objets à caractère sexuel. Godemichés, menottes, combinaisons en latex, lubrifiants, dispositifs de contention, ainsi qu'un stock impressionnant de drogues de synthèse, MDMA, kétamine, GHB, souvent utilisés dans des contextes de soumission chimique. Ces objets ne sont pas illégaux en eux-mêmes. C'est leur usage supposé, dans un contexte d'absence de consentement et de manipulation psychologique, qui alourdit le dossier. L'un des éléments les plus accablants demeure la découverte d'un journal noir, contenant des listes de noms, de préférences sexuelles, d'horaires de rendez-vous, de pseudonymes, mais aussi de montants présumés versés à des victimes pour acheter leur silence. Pour les procureurs, ce carnet constitue la preuve irréfutable que les agissements de Combs relevaient d'un schéma pensé, documenté, presque industriel. Le tribunal a également visionné, en partie à huis clos, pour ne pas porter atteinte à la dignité des plaignants, des extraits de vidéos extraites des systèmes de surveillance interne des résidences. Certaines montrent des jeunes femmes visiblement droguées, titubant ou allongées, pendant que l'accusé se trouve dans la même pièce, parfois en train d'ordonner à ses assistants d'éteindre les caméras ou de s'occuper d'elles. Ces images, qui n'ont pas été diffusées au public, ont fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la salle d'audience. La défense, elle, tente de contenir la tempête. L'équipe juridique de Combs, composée des meilleurs pénalistes de New York et Los Angeles, adopte une ligne classique: déni, relativisation et mise en cause de la crédibilité des témoins. Ils affirment que les objets retrouvés sont courants dans la vie privée de nombreuses célébrités. Ils dénoncent un acharnement, un procès à charge nourri par les médias et insistent sur le fait que nombre de ces relations étaient consenties, voire recherchées, par des partenaires adultes pleinement conscients de ce à quoi ils participaient. Mais ces arguments peinent à tenir face à l'émotion suscitée par l'affaire. Car au-delà des objets, ce sont les récits qui émergent, récits de victimes brisées, d'ex-employés terrifiés, de jeunes artistes manipulés. Les premiers témoins attendent leur tour pour venir déposer. Le procureur annonce la convocation de plus de 20 personnes, dont certaines sous protection fédérale, prêtes à raconter les pratiques qu'elles auraient subies dans l'entourage de Diddy. Plusieurs personnalités du monde du divertissement sont également citées à comparaître. Producteurs, DJ, mannequins et anciens amis de l'accusé. À ce stade, le procès ne concerne plus seulement un homme mais tout un univers, celui du pouvoir, de l'impunité
et du silence dans les sphères du show business. L'affaire rappelle à bien des égards celle de Harvey Weinstein ou R. Kelly, mais elle frappe par son envergure logistique, sa froideur méthodique et la diversité des victimes concernées. Ce n'est pas un écart de conduite ponctuel qu'on reproche à Sean Combs, mais une organisation systématique du contrôle, du plaisir et de la terreur. Ou à briser les témoignages glaçants des victimes à la barre. À mesure que les jours d'audience passent, les projecteurs se tournent vers les visages les plus invisibles de l'affaire. Les victimes, des femmes pour la plupart, mais aussi quelques hommes que l'on n'a jamais vus sur les tapis rouges, qui ne font pas la une des magazines, mais dont les récits bouleversent jusqu'au plus endurci des jurés. Le parquet fédéral a choisi d'organiser ces témoignages comme une lente montée en tension, une chronologie du cauchemar, où chaque voix vient s'ajouter à la précédente, formant une fresque de souffrance silencieuse et de soumission progressive. La première à se présenter à la barre est une femme que les médias appelleront Kayla, ancienne assistante personnelle de P. Diddy. D'apparence fragile mais déterminée, elle raconte, la gorge serrée, comment elle a été approchée par l'entourage de Combs à la sortie d'un événement professionnel. À l'époque, elle n'avait que 23 ans et rêvait de percer dans l'industrie musicale. L'offre semblait séduisante. Un poste bien rémunéré, l'opportunité d'évoluer aux côtés d'un géant du hip-hop, un accès aux coulisses du succès. Mais très vite, son quotidien bascule. Elle décrit un environnement clos où tout est sous surveillance. Ses appels, ses messages, ses déplacements. Il savait toujours où j'étais, avec qui je parlais, ce que je mangeais. On appelait cela de la sécurité rapprochée, mais c'était de la prison dorée, confie-t-elle. Au bout de quelques semaines, elle affirme avoir été obligée d'assister à des fêtes privées où la drogue coulait à flot et où les invités perdaient progressivement conscience, sans toujours comprendre ce qui leur arrivait. Elle n'est pas la seule. Une autre victime présumée, Naomi, mannequin repérée sur les réseaux sociaux, raconte avoir été invitée à une soirée à Miami. Elle pensait y rencontrer des professionnels, peut-être obtenir un contrat. On lui sert un cocktail dès son arrivée, elle en boit quelques gorgées, puis plus rien. Je me suis réveillée dans une pièce sombre, nue, incapable de bouger, mon corps ne répondait plus. J'entendais des voix autour de moi et j'ai compris que quelque chose de grave s'était passé. Elle raconte les semaines de déni, la peur de parler, la honte et surtout l'envoi d'un contrat de confidentialité quelques jours plus tard, accompagné d'un chèque de 100 000 $. Je n'ai jamais signé, je voulais juste disparaître. L'un des témoignages les plus puissants est celui d'un ancien garde du corps de Combs, appelé à la barre sous un pseudonyme. Il décrit une atmosphère de terreur constante au sein de la sécurité rapprochée du chanteur. Selon lui, certains membres du personnel savaient parfaitement ce qui se passait derrière les portes closes, mais se taisaient par peur de représailles. Il contrôlait tout, il criait, il menaçait, il pouvait être charmant le matin et vous faire virer l'après-midi si vous aviez osé parler à quelqu'un sans autorisation. Le garde du corps affirme avoir vu au moins 3 femmes être transportées inconscientes depuis les chambres du sous-sol vers des véhicules qui partaient ensuite sans explication. La cour entend également une psychologue spécialisée dans les violences sexuelles, appelée par l'accusation pour expliquer les mécanismes d'emprise. Selon elle, les victimes de Combs n'étaient pas uniquement physiques. Il s'agissait aussi d'un conditionnement psychologique insidieux. L'agresseur donne, puis reprend. Il promet la réussite, l'amour, la reconnaissance, puis il humilie, il contrôle, il isole. La victime finit par croire qu'elle mérite ce qui lui arrive. Ces propos trouvent un écho glaçant dans les carnets retrouvés lors des perquisitions où Combs aurait noté les peurs, les faiblesses et les désirs de certaines femmes, comme s'il anticipait leurs réactions, préparant leur soumission. Le choc est à son comble lorsqu'un enregistrement audio est diffusé à huis clos au jury. Dans cet enregistrement, selon les sources judiciaires, on entend P. Diddy parler à l'une de ses victimes, dans un ton calme mais glacial, lui expliquant qu'elle n'a rien sans lui, qu'elle n'est personne et qu'il peut ruiner sa vie en 1 minute. L'accusation considère cette preuve comme l'une des plus révélatrices du rapport de domination toxique qu'il entretenait avec ses cibles. Mais la souffrance ne s'arrête pas à ces actes isolés. Plusieurs témoins décrivent un climat général de soumission, où la peur était utilisée comme moteur. Des employés racontent avoir reçu des consignes claires. Ne pas poser de questions, ne pas aider les victimes, obéir. Ceux qui ne se pliaient pas étaient licenciés, intimidés, parfois même harcelés par des membres de l'entourage du chanteur. L'un d'eux évoque une tentative d'intimidation violente après avoir voulu alerter la police. La défense tente de contrer ces récits en pointant des contradictions, en soulignant le temps écoulé depuis les faits ou en insinuant que certains témoignages seraient motivés par l'argent. Mais l'accumulation de récits similaires, la cohérence des descriptions et surtout la présence de preuves matérielles viennent renforcer la crédibilité des plaignants. Plusieurs célébrités sont aussi appelées à témoigner, certaines de façon anonyme.
Si peu d'entre elles affirment avoir été témoins directs des agressions, toutes évoquent un malaise lorsqu'elles étaient invitées aux soirées privées du producteur. Certaines disent avoir fui rapidement, d'autres affirment avoir senti que quelque chose ne tournait pas rond sans jamais avoir eu le courage de s'exprimer publiquement. À la fin de cette phase, le tribunal ne peut plus nier l'évidence. Ce qui se présentait comme des jeux sexuels entre adultes consentants s'apparente de plus en plus à un réseau d'exploitation sophistiqué, fondé sur le pouvoir, la peur et la manipulation. Stratégie de défense, guerre médiatique et pression maximale sur les jurés. Alors que les témoignages accablants s'enchaînent et que l'opinion publique bascule majoritairement du côté des victimes, l'équipe de défense de Sean Combs tente de reprendre la main. Le défi est colossal. Face à une avalanche de récits précis, de preuves matérielles et d'un climat émotionnel chargé, les avocats de la star n'ont d'autre choix que de contre-attaquer sur plusieurs fronts. Affaiblir la crédibilité des plaignants, semer le doute sur la véracité des preuves et replacer leurs clients dans un récit où ils seraient la cible d'un acharnement systémique. L'argumentaire de la défense s'appuie d'abord sur le temps écoulé. De nombreuses accusations remontent à plus de 10 ans. Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas parlé plus tôt? Pourquoi maintenant? Les avocats de Combs martèlent que les plaignants auraient attendu que leur client soit au sommet de sa notoriété pour l'attaquer, avec l'espoir de retombées financières. Ils présentent au tribunal plusieurs documents montrant que certains témoins ont tenté d'obtenir des transactions amiables dans le passé, des accords de non-divulgation ou ont approché des maisons d'édition pour raconter leur histoire. La défense y voit la preuve d'une instrumentalisation de la souffrance, un calcul froid pour faire tomber une célébrité et profiter du mouvement #MeToo. Ensuite, elle cherche à réinterpréter les faits. Ce qui est présenté comme de la coercition serait, selon elle, le fruit de relations intimes librement consenties, dans un univers où les codes sont différents, plus extrêmes, mais pas illégaux. Les sextoys, les accessoires BDSM, les drogues dites festives, seraient, toujours selon cette version, courants dans les soirées de célébrités. La défense dépeint un homme hédoniste, extravagant mais pas criminel. Pour étayer cette thèse, elle fait appel à des témoins du cercle proche de Combs, des partenaires consentants de soirées passées, qui viennent affirmer qu'ils n'ont jamais été forcés, ni drogués, ni maltraités. Mais ce discours peine à convaincre, car l'accusation, forte d'une documentation rigoureuse, rappelle que la quantité, la répétition, et surtout les circonstances d'isolement et de perte de conscience décrites par les plaignants ne peuvent être réduites à de simples jeux sexuels. L'accumulation de substances retrouvées dans les analyses toxicologiques, les vidéos à huis clos montrant des scènes de détresse et la convergence des témoignages achèvent de fragiliser la ligne de défense. En parallèle de la bataille juridique, une guerre médiatique féroce se joue. Les chaînes d'information, les réseaux sociaux, les tabloïds s'emparent de l'affaire. Chaque déclaration devient virale, des extraits de l'audience sont rejoués en boucle, des images de l'intérieur des résidences circulent sur des forums spécialisés, des influenceurs analysent les attitudes de Diddy au tribunal. L'affaire dépasse largement les murs du palais de justice. Elle devient un spectacle mondial, une série judiciaire en temps réel. Et dans cette arène publique, les voix se divisent. D'un côté, ceux qui condamnent fermement le comportement du producteur dénoncent une culture de l'impunité masculine dans l'industrie musicale et réclament justice pour toutes les victimes invisibilisées. De l'autre, une minorité bruyante qui continue de défendre Combs, affirmant que le procès est biaisé, que la justice américaine s'acharne sur les hommes noirs puissants et que les accusations manquent de preuves directes et irréfutables. Cette polarisation médiatique pèse lourdement sur les jurés. Isolés pour toute la durée du procès, protégés de la presse, ils sont néanmoins conscients que chaque mot, chaque geste, chaque verdict sera disséqué par des millions d'yeux. Des mesures de sécurité exceptionnelles sont mises en place. Certains jurés demandent des protections supplémentaires après avoir été identifiés par des internautes trop zélés. Le juge rappelle que toute tentative d'intimidation fera l'objet de poursuites, mais l'ambiance est déjà étouffante. La tension monte d'un cran lorsque l'accusation révèle l'existence de documents comptables liés à des sociétés écrans utilisées par Combs. Des virements massifs ont été effectués vers des structures basées aux Caraïbes, en Asie et dans des paradis fiscaux. Officiellement, il s'agirait de frais pour des prestations artistiques. Mais les enquêteurs soupçonnent des paiements occultes visant à acheter le silence de victimes ou à rémunérer des services de surveillance privés. Une autre facette de l'affaire se dessine, celle du blanchiment, de la corruption, voire de trafics humains, si les nouvelles auditions confirment les soupçons. Pendant ce temps, d'autres victimes, jusque-là silencieuses, commencent à parler. Portées par le courage des premières plaignantes, elles déposent de nouvelles plaintes, certaines dans d'autres juridictions. L'onde de choc s'étend. Le procès de P. Diddy devient un catalyseur. Il fait émerger une parole longtemps enfouie dans un milieu où règnent encore la peur, la loyauté forcée et les menaces voilées.
Des artistes célèbres, des danseurs, des producteurs, des membres de la scène R et B se disent prêts à témoigner. Le dossier s'épaissit, ce qui semblait être le procès d'un homme devient celui d'un système. La défense, acculée, tente un dernier coup. Elle demande l'annulation partielle du procès, invoquant un vice de procédure concernant la saisie de certains éléments vidéo. Mais le juge rejette la requête, estimant que les preuves ont été obtenues légalement, avec mandat, et que l'intégrité du dossier n'est pas compromise. Le compte à rebours est lancé. Les réquisitoires approchent. Le parquet fédéral promet une plaidoirie implacable et annonce des peines exemplaires. La pression est maximale. L'Amérique retient son souffle. P. Diddy, figé, regard vide, ne laisse rien transparaître. Mais autour de lui, c'est tout un monde qui vacille. Celui des stars intouchables, des coulisses troubles, des pactes de silence désormais brisés. Verdict, réplique et chute finale. La fin brutale d'un empire. Les derniers jours du procès sont chargés d'une tension presque insoutenable. Après plusieurs semaines d'audience, de témoignages glaçants, d'analyses de preuves, de tentatives de déstabilisation de la défense, le tribunal fédéral de New York entre dans sa phase la plus cruciale, celle des réquisitoires et du verdict. Dans la salle d'audience, les regards sont fixés sur le banc des jurés, les épaules alourdies par le poids de la responsabilité. Le pays entier et une large partie du monde attend avec fébrilité la décision qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire judiciaire américaine contemporaine. Le procureur prend la parole en premier. Dans une déclaration limpide et ferme, il dresse un tableau sans équivoque de Sean Combs, un homme de pouvoir, de contrôle, de manipulation. Un homme qui a utilisé sa célébrité non pour inspirer, mais pour dominer, détruire, humilier. Il évoque chaque témoin, chaque victime, chaque objet retrouvé, chaque vidéo. Il parle des femmes droguées, des employés réduits au silence, des menaces enregistrées, des contrats d'omerta, des virements offshore, des tunnels secrets. Et surtout, il insiste sur la systématisation des actes. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur de jeunesse. C'est un schéma, une industrie de l'abus camouflée sous des projecteurs. Lorsque la défense prend la parole, l'atmosphère devient plus tendue encore. L'avocat principal de Combs tente une ultime opération de sauvetage. Il joue sur l'émotion, rappelle l'ascension fulgurante de son client, fils d'un militaire, mort trop jeune, autodidacte, entrepreneur, symbole de la réussite afro-américaine. Il parle des dons caritatifs, des artistes qu'il a révélés, des familles qu'il a nourries. Il implore le jury de ne pas condamner l'homme pour la légende, de faire la part des choses entre la célébrité et l'individu. Mais ces mots résonnent creux, comme déconnectés de la montagne de preuves désormais impossibles à ignorer. Après plusieurs heures de délibération sous haute sécurité, le jury revient avec un verdict coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation majeurs. Viol aggravé, séquestration, usage de substances illicites à des fins de soumission, trafic humain, obstruction à la justice, blanchiment d'argent. Le silence qui suit l'annonce du verdict est aussi lourd qu'un tremblement de terre. P. Diddy, qui jusque-là était resté stoïque, baisse lentement les yeux. Il ne dit rien, il ne pleure pas, il ne réagit pas. Mais dans le public, plusieurs victimes éclatent en sanglots. Des visages longtemps marqués par la honte et la peur laissent de place à une émotion brute, celle d'une justice enfin rendue. Le juge, après avoir rappelé la gravité exceptionnelle des faits, prononce la peine, 35 ans de prison ferme assortie de peines complémentaires. Le condamné est immédiatement transféré dans un établissement de sécurité maximale. L'annonce fait l'effet d'un électrochoc. À l'extérieur du tribunal, des dizaines de caméras retransmettent l'instant en direct. Sur les réseaux sociaux, les réactions affluent par millions. Pour beaucoup, c'est un soulagement. Pour d'autres, une tragédie. Car au-delà de l'individu, c'est toute une époque qui s'effondre. Le lendemain, les répercussions commencent à se faire sentir. Tous les contrats en cours avec les marques de Combs, ils sont suspendus. Les radios et les plateformes musicales retirent ces morceaux de leur playlist. Plusieurs artistes annoncent leur rupture avec Bad Boy Records. Les bureaux de ces sociétés sont fermés, des plaintes en nom collectif sont déposées. D'autres victimes, jusque-là muettes, trouvent le courage de parler. L'affaire devient une onde de choc systémique dans l'industrie musicale. Mais ce procès n'est pas uniquement celui d'un homme. Il est celui d'un système de pouvoir où la célébrité a trop souvent protégé les abus. Il est celui d'un silence complice, entretenu par des intérêts financiers, des carrières en jeu, des réputations à protéger. Les grandes maisons de disques sont désormais dans le viseur. Comment ont-elles pu ignorer, voire couvrir de tels agissements? Combien savaient, mais se sont tus. Une enquête parlementaire est envisagée. Des appels à la régulation plus stricte de l'industrie du divertissement émergent. Dans les universités, dans les médias, dans les mouvements sociaux, l'affaire devient un cas d'école.
On y parle de consentement, de manipulation psychologique, d'addiction à la domination, de masculinité toxique. On y interroge la relation entre art et morale, entre succès et impunité. Car la chute de P. Diddy est aussi celle d'un mythe, celui de l'artiste génial, au-dessus des lois, intouchable, presque divin. Elle nous rappelle que le talent ne saurait jamais justifier l'abus, que la célébrité ne doit plus être un passe-droit. Pour les victimes, la route de la reconstruction commence à peine. Certaines ont annoncé la création d'une fondation d'aide aux survivants d'abus dans l'industrie culturelle. D'autres préfèrent se retirer du tumulte médiatique. Mais toutes, à leur manière, ont contribué à briser un mur de silence. Et ce mur, désormais fissuré, continuera de tomber, pièce par pièce. Le procès de Sean Combs, aussi spectaculaire soit-il, restera comme un moment charnière. Il n'a pas seulement mis un terme à la carrière d'un géant du hip-hop, il a ouvert une brèche dans un monde trop longtemps muré dans l'omerta. Il a rappelé que, quel que soit le nom, la fortune ou la renommée, nul n'est au-dessus de la loi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette enquête vous a interpellé, choqué ou simplement informé, votre soutien compte beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos exclusives. Chaque abonnement est une véritable motivation pour moi et m'aide à continuer à vous proposer un contenu approfondi, clair et engageant. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos ressentis, pensées ou questions. Vos commentaires sont précieux, cela aide cette communauté à survivre. À bientôt pour de nouvelles révélations sur notre chaîne. Merci pour votre fidélité